À 16 mois de la présidentielle de 2025, le RHDP carbure l'opposition patauge. Ici, on va vous parler de l'état des différents partis politiques. Là où le RHDP est en train de se remettre en jambes, où le RHDP est en train de prospérer, l'opposition sans plan, l'opposition sans programme de campagne, l'opposition sans objectif de vie est en train de créer les conditions de la chienlit et des troubles politiques. Ces habitants des refuges de Chacal sont en train de chercher comment ne pas aller à des élections. Et donc, on va vous faire un peu une description. À 16 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le RHDP est le seul maître à bord sur le terrain politique en Côte d'Ivoire. Si l'on était dans une course d'obstacles, l'on dirait que l'opposition ivoirienne, toute tendance confondue, est mal partie pour l'élection de 2025 en Côte d'Ivoire. À 16 mois de cette importante échéance électorale, la coalition au pouvoir semble être le seul maître du terrain politique. Et donc, quand vous regardez aujourd'hui, le seul parti politique qui a un discours qui est clair, le seul parti politique qui a un discours qui intéresse la vie des Ivoiriens, même quand tu dis que ça ne t'intéresse pas, mais toi-même, au fond, tu sais que quand tu les écoutes là, leur discours là, eux te montrent des objectifs de l'avenir. C'est le RHDP. Le seul parti qui est structuré et qui n'a vraiment pas de problème, c'est le RHDP. Le seul parti qui est représentatif des Ivoiriens dans toutes les régions et bien sûr dans toutes les religions aussi, c'est le RHDP. Mais entre-temps, l'opposition est dans le trouble. L'opposition est dans le désarroi. Quand tu prends chaque famille politique, eux-mêmes ils sont divisés. D'autres sont en train de faire funérailles qui finissent jamais comme le PDCI. D'autres sont dans des histoires de femmes. D'autres sont dans des histoires comment je vais dire, de divorce, comme Laurent Gbagbo. D'autres sont encore dans des divorces de qui a préparé, qui n'a pas préparé, pour qui a donné popote, qui n'a pas donné popote. D'autres sont en train de demander qu'eux vont casser la CEI. C'est ça qu'est devenue la Côte d'Ivoire à travers les opposants. Le manque de sérieux. En octobre 2025, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour élire le président de la République, qui aura la lourde charge de conduire leur destinée pour les 5 prochaines années. Donc, le 26 octobre 2025, on va aller voter pour choisir un nouveau président. Et quand tu t'en vas choisir un président, là, la meilleure manière de le faire, c'est si ceux qui veulent être président ont apporté des programmes clairs, et puis tu as regardé, et puis tu as choisi. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a des gens qui peuvent t'envoyer un programme, mais ils peuvent te tromper après. Et donc, il faut penser à tout ça avant de voter. Pour cette importante consultation, les formations politiques de premier plan en Côte d'Ivoire ont commencé à annoncer leurs couleurs. Au niveau de la coalition au pouvoir, l'heure est encore aux interrogations pour savoir si le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, acceptera de rempiler pour défendre à nouveau les couleurs du RHDP. Et donc, la seule question qui fatigue le RHDP, mais qui n'est vraiment pas une question pour nous autres, certains se demandent encore, est-ce qu'Alassane Ouattara sera candidat? Pour nous, Alassane Ouattara sera notre candidat. On le dit clairement, mais les gens même là, ce n'est pas nous que ça gêne, hein, mais c'est les opposants là. Eux, ils ont déjà leur candidat. Nous, on n'a pas choisi leur candidat pour eux. Mais eux là, ils disent forcément, il faut que nous, on change notre candidat. Mais vous avez choisi vos candidats. Est-ce que nous, on s'est plaint? Tidjane Thiam a été président du PDCI. Est-ce qu'on a dit c'est pas bon? Vous avez choisi Gbagbo comme votre candidat. Est-ce qu'on s'est plaint? Donc, laissez-nous aussi choisir notre candidat. C'est la liberté. Chacun a créé son parti. Chacun fait son choix. A contrario, pour d'autres formations comme le PPACI, le FPI, cela ne fait l'homme d'aucun doute. Laurent Gbagbo, malgré la forclusion juridique qui le frappe, a été désigné par ses ouailles pour porter l'étendard du PPACI. Malgré que Laurent Gbagbo, il a été jugé condamné à 20 ans de prison pour braquage de la BCEAO, le PPACI FPI a décidé de choisir un prisonnier ambulant comme candidat. Ils sont donc prêts à accepter les conséquences qui en découleraient. Dans la vie, chacun est libre de ses choix, mais chacun aussi doit être courageux et assumer les conséquences des choix qu'il opère. Pascal Affi-N'Guessan, pour sa part, a déjà chaussé les crampons pour défendre les couleurs du FPI. Au niveau du FPI,
Les choses ne sont pas encore clarifiées. Mais ceci est un secret de Polichinelle. Et donc, du côté du FPI, d'Afin Guessan, c'est aussi la même chose. Afi dit que lui s'en va pour être candidat, que lui va aller pour gagner. Mais au fond, il sait qu'il ne peut pas gagner, puisque lui-même, dans la petite commune de l'Est où il est allé là, les gens lui ont montré son vrai poids. Si tu n'as pas pu gagner là-bas, cette Côte d'Ivoire là, tu peux gagner. Donc lui, il se promène pour dire aux gens que lui va gagner, lui va gagner. On dit oui, c'est dans les urnes. C'est dans les urnes qu'on va voir si tu vas gagner ou mais tu ne vas pas gagner. Sinon, ce n'est pas dans la voie. Je vais gagner, je vais gagner. Tidiane Thiam, comme on peut le voir, a été choisi pour la présidentielle de 2025 au compte du PDCI. À 16 mois de cette importante consultation, le constat qui se dégage sur l'occupation du terrain politique diverge d'une formation à l'autre. Mais quand tu regardes le PDCI, eux-mêmes ils sont perdus. Depuis que leur parti est là, c'est funérailles. Ils n'ont même pas encore été capables d'organiser funérailles avant même de parler de politique véritablement. S'il est vrai qu'au niveau du RHDP, l'on continue d'entretenir le mystère sur la candidature de celui qui sera aligné en 2025, la direction a décidé d'aller à la conquête du terrain politique. Auréolé de sa razzia après les élections locales de septembre 2023, le RHDP, à l'analyse des faits, veut tuer le match avant le match. Pour ce faire, le parti use de diverses stratégies, et ceci avec à plusieurs niveaux pour consolider son assise politique et réaliser le grand chelem après la présidentielle de 2020, les législatives de 2021 et les élections locales de 2023. Sur la question, les Oufoutis se donnent les moyens pour atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, l'on peut dire que c'est le seul parti sur le terrain politique dont toutes les structures spécialisées sont opérationnelles. Après les congrès de fin 2023, l'Union des jeunes du RHDP et celle des femmes sont des structures spécialisées les plus en vue. Après le lancement de sa tournée nationale le 28 avril 2024 à la place CP1 de Yopougon, le président Kone Mamadou et ses lieutenants de l'UJRHDP viennent de réaliser un grand coup dans le Bafing à travers une incroyable mobilisation à Touba le week-end dernier. Et donc tout ce que je venais de vous dire, c'est ce que le RHDP est en train de faire. Vous voyez le RHDP organiser des séances de remerciements. En réalité, pour vous dire la vérité, ce ne sont pas des séances de remerciements, ce sont des séances de tests pour voir est-ce que les politiques qui ont été menées là, est-ce que les populations adhèrent, est-ce que les populations aujourd'hui ont compris qu'elles doivent choisir la voie de leur propre bonheur. Et donc, partout où le RHDP passe, c'est un succès. On a aussi vu les comités de femmes, on a aussi vu le mouvement des femmes, on voit aussi quelque part les mouvements de jeunesse, etc., etc. Et on voit que c'est un parti qui est structuré et qui, en tout cas, à l'analyse des faits, est dans un style de tuer le match avant le match, tellement la victoire sera écrasante. Arlette Badou et ses sœurs de l'UFRHDP, après un temps de réflexion à Jacquesville, ont mis le turbo en marche le dimanche dernier avec une grosse mobilisation à Abobo. À côté des activités politiques, dans chaque région, les élus et cadres ont décidé de battre le rappel des troupes à travers diverses cérémonies d'hommage des populations au chef de l'État. Et donc, c'est ce que je venais de vous dire. Sans avoir un ancrage politique, tout porte à croire que ces cérémonies d'hommage, au cours desquelles l'accent est mis sur le bilan du chef de l'État, seront un incroyable atout pour le RHDP dans la campagne présidentielle. Pendant ce temps, le secrétariat national du RHDP chargé de l'implantation, de l'organisation et de l'adhésion a entrepris une minutieuse opération d'enrôlement et de cartographie de tous les militants et structures de base. Ce travail, qui est mené méthodiquement et de façon scientifique, sera à coup sûr l'arme fatale du RHDP pour prendre l'ascendance sur tous ses adversaires. En un mot comme en mille, sur le terrain politique, le RHDP carbure. Que ce soit Alassane Ouattara, le candidat, ou un autre cadre, une chose est claire, au soir de la présidentielle d'octobre 2025, le RHDP est très bien parti pour étaler encore ses adversaires.
Et donc, voilà un peu comment le RHDP se comporte aujourd'hui. Vraiment, le roi du printemps nous en a parlé. Les cadres des militants, les gens descendent aujourd'hui vers les bases pour les remobiliser. Il faut continuer ce travail-là et il faut l'accentuer et il faut évoluer en fonction aussi des mentalités des populations pour qu'elles adhèrent le maximum possible au RHDP, mais surtout que la population parte faire leur carte d'identité, que la population parte récupérer leurs documents, que la population parte au contact du terrain pour s'informer, pour éviter les manipulations et écouter les informations qui viennent des bases et du parti sans se laisser distraire ou même manipuler. PDCI, PPACI, FPI, on continue encore de se chercher. Si le RHDP carbure au super, au niveau des partis politiques de l'opposition, c'est l'inertie totale. Le PPACI, qui vient d'organiser sa convention pour la désignation de son candidat, au-delà des effets d'annonce, ne fait que brasser du vent. Voici un parti politique miné par de profondes dissensions internes, avec des structures spécialisées totalement inexistantes, qui décide de porter son choix sur un candidat prisonnier qui n'est pas du tout éligible. Laurent Gbagbo en minuscule, on le sait bien, ne figure pas sur la liste électorale. Voilà le PPACI, ils font des grandes décisions, mais des paroles qui n'ont ni tête ni cœur. En même temps, ils n'ont aucune structure qui est en place et qui vit et qui leur donne des résultats. Mais en plus de ça, ils vont choisir un candidat qui est un prisonnier ambulant et ils pensent pouvoir tromper le monde. On comprend donc qu'ils ont d'autres objectifs derrière la tête. Ce ne sont pas des élections, mais ce sont des coups d'État et des désordres. Si les choses restent en l'état, il est évident que son dossier de candidature sera le premier qui sera rejeté par le Conseil constitutionnel. Donc quand les gens du FPI viennent parler, FPI, PPACI viennent, on leur dit non. Avant d'aller aux élections, là, comme Alassane Ouattara n'est pas juge, là, c'est le Conseil constitutionnel qui va décider. Si eux disent que Laurent Gbagbo est candidat, il n'y a pas de problème. Au-delà de cette forclusion juridique, à 2 reprises, le PPACI n'est pas parvenu à élire un président de la Ligue des jeunes. Il y a tellement de palabres entre eux là-bas, là. Ils n'ont même pas été capables même d'élire le président des jeunes du PPACI. En définitive, Laurent Gbagbo en minuscule a été obligé de nommer un de ses rares élus, en l'occurrence le maire de Lakota, pour présider sa jeunesse. Et donc, comme il est un très bon dictateur, il n'a pas pu faire d'élection dans son propre parti. Il a nommé le maire de Lakota comme président des jeunes du PPACI. En fait, eux, ils font une gestion villageoise de leur parti politique, comme ça a toujours été l'habitude. Au niveau des femmes, Hortense Seri-Louma a été certes élue, mais après son élection, le PPACI est secoué par une crise électorale qui fait que cette dernière ne peut même pas travailler, comme l'a souligné un acteur politique de premier plan. Le PPACI est donc dans l'enfumage et ne peut inquiéter outre mesure la machine du RHDP. Idem pour le FPI de Pascal Affi-N'Guessan. Non seulement le FPI d'Affi a perdu la quasi-totalité de ses postes électifs, mais les structures spécialisées sont dans une inertie totale. Aujourd'hui, si l'on interroge même les militants du FPI, rares sont ceux qui pourront donner le nom du président des jeunes du FPI et celle des femmes. Voilà un pays comme le FPI, eux-mêmes là, Affi même là, son avant était mieux que maintenant. Lui-même là, il a perdu l'élection. Tous ceux qui étaient avec lui ont perdu l'élection. Il était obligé de se coller au RHDP en pensant qu'on allait donner poste de ministre. Là, il n'a pas eu les frustrés. On dit, le président des jeunes du FPI, là, comment il s'appelle? On ne connaît pas son nom. Le président des femmes du FPI, comment elle s'appelle? On ne connaît pas son nom. Mais Affi aussi, lui, dit, va gagner l'élection comme ça. Tu n'es même pas capable de nommer une personne. Comment tu peux organiser l'élection et puis gagner l'élection? Mais tous ceux-là disent qu'ils vont gagner l'élection. Comment et pourquoi ils vont gagner l'élection? Parce qu'ils se disent qu'au dernier moment, ils sont dans un plan, ils vont tous se mettre ensemble contre le RHDP pour faire croire que c'est le nombre qui a fait qu'eux, ils ont gagné. Mais dans ces noms que vous dites là, il n'y a personne dedans. Et c'est ce qu'on est en train de vous démontrer. Si le PDCI bénéficie des circonstances atténuantes avec les obsèques d'Henri Konan Bédié, une chose est certaine, Tidiane Thiam sera face à la dure réalité du terrain politique après les obsèques de Bédié. Lui qui a été intronisé président du PDCI, au mépris de certaines règles du parti, devra songer à mettre de l'ordre dans ses rangs avant d'espérer aller à la conquête du terrain politique. Et donc vous ferez vite de comprendre qu'avec Tidiane Thiam, voilà quelqu'un qui ne maîtrise même pas la réalité sociologique de la Côte d'Ivoire. Voilà quelqu'un qui est venu et qui s'est fait introniser à travers la corruption à la tête du PDCI.
Voilà quelqu'un qui veut gérer le PDCI en chiant sur tous ceux qui étaient dans les années de Braise. Aujourd'hui, tous sont frustrés. À l'intérieur du PDCI, les gens disent on attend seulement que BD soit enterré. Et puis on va prendre la clé des champs. Et donc on verra bien. Tidjane Thiam, si tu ne le sais pas, moi je vais te donner ton résultat. Tu n'auras pas plus de 3%. Voilà, moi je vais te dire la vérité. Nous on a déjà nos sondages qu'on a menés. Tu n'auras pas plus de 3%. Et pour toi-même, dans l'absolu, c'est un peu difficile que tu puisses gagner. Ton rapport même avec les populations, tu n'as pas de rapport avec les populations. Et même quand tu as invité tes propres partisans à Yamoussoukro, on a vu un peu l'échec qui a été là. Il va falloir que tu changes carrément, que tu te formes politiquement avant d'espérer pouvoir gagner quelque chose. Parce que la politique, ça s'apprend. On n'a pas besoin d'un banquier, comme disait quelqu'un. Mais une réalité évidente, aujourd'hui, depuis 13 ans, c'est un banquier et un économiste qui gère la Côte d'Ivoire et tout le monde entier est satisfait de sa gestion. Donc, ce que l'autre disait n'est pas vrai. Mais effectivement, dans un autre sens, ce qu'il fallait ajouter, on n'a pas besoin des banquiers qui ont un record très lourd d'échecs en faillite bancaire, qui sont experts en faillite bancaire. C'est de ces personnes qu'on n'a pas besoin, comme des politiciens incapables qui ne respectent pas leurs paroles et qui disent 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, moi j'avance. Il n'y a aucune différence entre les tombeurs de banque, Tidjane Thiam, entre des gens qui font de la corruption à l'international et le blanchiment d'argent, je parle de Tidjane Thiam, et un politicien mortifère qui a laissé un bilan macabre. Je veux parler du FPI, PPACI, de Laurent Gbagbo. Et donc, à l'instant où on en est, eux sont toujours dans les thématiques mortifères. Si les gens n'acceptent pas ce qu'eux veulent, ça sera la mort pour la Côte d'Ivoire. Eux sont dans une posture d'un soldat qui est au front et qui est assiégé. Et Laurent Gbagbo, vous aurez constaté, va même à dire, je vais casser la CEI. Prenez cette phrase-là à la lettre. Ils vont sortir pour briser la colonne vertébrale de la CEI, comme si on était dans un état guerrier où c'est à travers le sang et la mort qu'on peut tout régler. Et donc, il faut que tout ce qu'eux ont demandé là, ils obtiennent ça. Sinon là, eux ne sont pas prêts pour aller dans le jeu démocratique. C'est pourquoi vous verrez aussi, le 10 mai 2024, avant leur convention, ils ont fait sortir des documents pour dire que eux là, eux ne reconnaissent pas l'état de droit. Pour eux là, ce que le gouvernement fait aujourd'hui, eux considèrent ça comme un désordre. Et donc, eux vont prendre leurs militants et leurs sympathisants et vont leur demander à se réarmer pour engager des combats politiques de la restauration de la démocratie, des libertés publiques et de l'état de droit. Et je prends les mots au sens premier. Se réarmer, ça veut dire prendre les armes à nouveau, prendre les couteaux, prendre les bois, prendre les kalachnikovs, prendre les armes qu'ils ont payées pour engager un combat contre l'ordre qui est là et imposer ce qu'eux veulent. C'est un document officiel de la convention du 10 mai 2024 du PPACI. Et à l'intérieur, vous pouvez lire. J'ai fait suivi. Depuis hier nuit, j'ai lancé ça, suivi d'une vidéo. Et donc, tout le monde peut voir si ce que j'ai dit est vrai ou faux. Le PPACI appelle le peuple ivoirien à se mobiliser pour se dresser contre toute forme de manifestation de dictature du régime actuel. Et donc, ça veut dire quoi? Le FPI invite clairement les populations à faire des soulèvements populaires et à créer le désordre dans le pays. Le PPACI, FPI appelle le peuple ivoirien et le peuple africain à briser divers chaînes de la captivité pour une Côte d'Ivoire libre et prospère, démocratique et souveraine. Donc, ils en appellent à leurs amis maliens, burkinabés, nigériens de les aider à créer le désordre en Côte d'Ivoire pour que le pays puisse mal se sentir. Et là, pour aller rapidement, tout ça, c'est du déjà vu. Peut-être que les enfants qui sont nés aujourd'hui, 17 mai là, peut-être que c'est pour eux que c'est nouveau. Sinon, nous, on a vu ça en 90, on a vu ça en 95, on a vu ça en 2000, on a vu ça en 2010, on a vu ça en 2020. Toutes ces dates que je viens de vous donner ont été couronnées par des violences. Et qui est à la base de ces violences? Laurent Gbagbo et une opposition violente. Et c'est aujourd'hui le PDCI qui s'abonne pour s'ajouter à eux. Mais eux seront les élèves qui vont apprendre, mais ils vont apprendre de la dure des manières.
Et donc, ils sont pour le moment dans des thématiques guerrières et mortifères pour détourner les Ivoiriens du débat politique, pour détourner les Ivoiriens de leur bilan qui est peu glorieux et qui est inexistant. À l'avenir, lorsque tu réfléchis sur cette question, tu comprends que le plus dur pour la Côte d'Ivoire reste à venir, mais le plus dur encore reste à faire. Parce qu'il y a des mentalités qui sont tellement au rabais et qui sont tellement prêts à détruire des vies que tu te dis que la Côte d'Ivoire, est-ce qu'un jour on pourra aller vers une démocratie? Quand ce sont des anti-modèles comme les Blé Goudé qui disent que eux là, ils ont un héritage politique à donner, ça fait un peu froid dans le dos. Quand tu vois des gens comme les Sorogum qui disent non, comptez sur moi, on va raser l'armée de la Côte d'Ivoire pour pouvoir faire ce qu'on veut. Eux là, ce qui compte, c'est eux leur choix. Eux, ce qui compte, c'est ce qu'eux ils veulent, quels que soient les moyens. L'avenir des Ivoiriens ne compte pas. La vie des Ivoiriens ne compte pas. Le sang versé des humains, ce n'est pas important. Et ça doit interpeller les Ivoiriens à la vigilance. Ça doit nous interpeller à savoir que nous, le peuple, qui sommes souverains et qui détenons la légitimité politique à travers nos votes, c'est nous, on rend les politiciens là légitimes. On doit savoir faire nos choix et ne pas nous laisser impressionner par ces politiciens-là. Et donc, avec le retour des principaux acteurs de scènes de violence que je viens de vous citer en 2010, 2015, 2020, 2000, etc., etc., on comprend clairement donc qu'il y a une logique de violence qui est un héritage contre la démocratie. Et ça, il va falloir que l'état de droit, que la justice prenne ses responsabilités pour une fois, pour tenir un discours clair. Parce que ces opposants qui bénéficient d'une vacuité programmatique, qui n'ont aucun programme de campagne, qui n'ont aucun projet sérieux pour les Ivoiriens, sont en train simplement de perdre le temps aux Ivoiriens et de tuer la démocratie en Côte d'Ivoire pour essayer de ressembler au pays de l'AES et essayer surtout de cacher leurs insuffisances. Et le peuple a une mémoire. Et la meilleure mémoire d'un peuple, c'est dans les urnes. Et c'est là-bas qu'il faut se souvenir que nos enfants ont été tués, que nos pères ont été martyrisés, que le pays a été mis en retard inutilement par des personnes ici qui n'ont qu'un seul moyen, la violence. Et ici, voilà des exemples pour que les uns et les autres écoutent. Il a fallu désigner encore au ministre ici des gens incompétents, irresponsables, incapables de gérer un ministère, illettrés, incapables d'étudier un dossier. Donc, ils ont commencé à casser, à prendre des tailles, des choses à la maison. Ils ont pris des choses. Même moi, mes bijoux, ils ont pris. Ils ont cassé les placards, ils ont tout ramassé. Et puis ils criaient Bago gagné ou faux voler. Bago gagné ou faux voler. J'ai animé la campagne du PDDRDA et vers 10h30, j'ai été alerté que le Front populaire était venu chez moi. Puisque je suis l'animateur, le principal animateur du PDDRDA, c'est chez moi qu'on a trouvé de tout casser. Par exemple, on peut dire que si jamais nous perdons aux élections, c'est parce qu'il y a eu tricherie. Donc, on invente la menace du complot pour préparer les gens à la révolte. Et cela est la technique générale de tous les fonds. Quand tu nous emballes, à Abidjan, quand ce ne sont pas les biens individuels qui sont attaqués, ce sont les urnes qu'on enlève ou qu'on brûle. Ce qui s'est passé au bureau de vote numéro 058 à Marcory est édifiant. Au collège Pascal de Marcory, les choses ont bien commencé. Quand 2 heures plus tard, l'une disparaît. Alertés, les enquêteurs de la gendarmerie nationale se sont mis sur la piste des voleurs. Pas pour longtemps. On la trouve à 200 mètres plus loin. Dans une des chambres de l'appartement numéro 1867, Sikoji à Marcory. L'occupant, M. Bayoro Dakouri Antoine. Il est instituteur à l'école primaire publique Sikoji F2. Il répond. Je suis membre du FDI. Je suis secrétaire à l'organisation du quartier Marcory. L'une s'est trouvée dans vos chambres. Oui, dans la chambre des filles. Et vous l'avez vu dans votre chambre? Oui, j'ai vu. Après, j'étais là quand ma fille est allée chercher un méthode au salon. Là, j'ai vu. Vous connaissez les conséquences juridiques oui. de cet acte-là?
Oui. Vous l'avez mesuré. Vous pensez à quoi, par exemple? Je sais que c'est très dangereux pour moi. Oui. Vous pensez à quoi, par exemple? Vous pensez à quoi? À des condamnations. Un important document découvert sur l'urne traduit l'esprit barbare qui anime les politiciens de son groupe. L'appel du président de la République au calme et à la fraternité est souvent interprété de façon monstrueuse. Ici, la pensée du jour du président de la République porte une haute étiquette. Elle devient, au Front populaire, la pensée du sourd. Lisons ensemble celle-ci. Tous les changements sont possibles à condition de les faire dans le sang. Diabolique, n'est-ce pas? De cette manière, l'appel du truand à la démocratie est bien un cri de guerre auquel les Ivoiriens responsables seront restés sourds. Au lendemain de la découverte d'un charnier de 55 corps dans la périphérie d'Abidjan, 3 ministres du gouvernement nommés hier soir par le nouveau président ivoirien Laurent Gbagbo se sont rendus sur place ce matin. Les ministres de la Justice, de l'Intérieur, de la Défense, tous membres du Front populaire ivoirien, le parti du président, apparemment sous le choc. Je n'avais jamais pensé que la barbarie humaine pouvait atteindre ce degré. C'est vraiment l'indignation que j'exprime au nom de la République. Les victimes, des hommes jeunes, portent pour beaucoup visibles des traces de balles et l'on pense à des exécutions sommaires. Certains témoignages parlent de vengeance après l'assassinat jeudi d'un lieutenant de gendarmerie, d'une rafle de gens du Nord, des musulmans, par des militants pro-Gbagbo. Des prisonniers exécutés ensuite par des gendarmes. Premier dossier difficile pour Laurent Gbagbo, dont les ministres ne pouvaient ce matin que promettre une enquête impartiale. Lorsque l'enquête pourra établir la responsabilité, eh bien, nous exigerons, en tant que ministre de la République et non en tant que partisan, que toute la rigueur de la loi soit appliquée aux auteurs de ces actes ignobles. Quel que soit le responsable. Quel que soit le responsable. Et même si Quel que soit le responsable. Tel que soit le responsable. Les images de ce charnier ont provoqué dans l'opinion publique ivoirienne un choc émotionnel. Une barbarie qui rappelle d'autres guerres régionales en Sierra Leone, au Libéria. Est-ce que ce n'est pas assez regrettable de banaliser aussi des actes aussi répréhensibles que le viol, surtout le viol des femmes? C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire que ces cas de viol se sont produits dans un contexte politique assez spécifique. Voilà. Oui, mais est-ce qu'on doit tenir compte de l'appartenance politique d'une violée? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'appartenance politique de la violée. Le problème, c'est pourquoi les gens manifestaient. Est-ce que vous voyez? Pourquoi les gens manifestaient? Et à quel moment ces viols-là se sont produits? Et c'est ça. Et dans la mesure où les Ivoiriens désapprouvaient totalement les raisons de ces manifestations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a eu l'amalgame politique, il y a eu la désapprobation de la population. Cela fait qu'aujourd'hui, les enquêtes se déroulent, mais que, bon, les gens se disent un peu, c'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. C'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. Un certain nombre de choses. La première, par exemple, c'est les relations que vous entretenez avec ce qu'on appelle les patriotes. Est-ce que ce sont, comme on le dit parfois, des gens qui sont à vos ordres? Est-ce que ils vous écoutent et est-ce que quand ils descendent dans la rue, par exemple, c'est sur votre ordre, Madame Gbagbo? Non, ils ne descendent pas dans la rue sur mon ordre, mais moi je suis très fier de ce qu'ils ont fait comme travail. Je suis très fier de ce qu'ils ont fait comme travail, cela je ne le regrette pas. Et ce carton rouge-là, je le lève contre les violences à caractère sexuel sur les campus universitaires, notamment le harcèlement sexuel. Et ce carton rouge, il est pour les membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, qui ont été identifiés à 40% comme agresseurs prédateurs sexuels sur le campus. En certaines zones d'Abidjan, les jeunes patriotes ont cette fois rencontré une forte résistance. Ici, à Abobo, ils s'en sont pris à une mosquée et aux habitants musulmans de cette partie de la capitale. Avec la complicité apparente des forces de l'ordre, ils ont lancé plusieurs assauts sur cette petite communauté. C'était la chasse
contre les jeunes de la communauté musulmane. Alors les gars, ils ont tenté vraiment incendier la mosquée. Bon, maintenant, c'est là vraiment nous sommes interposés. Les partis d'opposition semblent déterminés à ne plus subir sans réagir la loi des jeunes patriotes. Au Rassemblement des Républicains, le parti d'Alassane Ouattara, un service d'ordre a été organisé pour rendre coup pour coup aux provocations des partisans du président Gbagbo. Il y a une haine tribale qu'on développe, une haine donc qui véhicule donc la xénophobie et une haine qui tend à faire en sorte que la religion de l'autre ne soit pas donc la bonne. Donc c'est tout cela que nous dénonçons. Vous allez nous entendre, ils vont nous entendre. Et ce qui s'est passé est tout petit par rapport à ce qui va se passer. Nous, P6, je ne suis pas patron, je suis P6. Et on a commis des fautes graves. Donc, dans la fessée, on a tué, on a frappé des gens. Oui, sur le campus, on a frappé, on a tué. Si vous partez au campus 2 en bas, là, dans le bas-fond, si vous roulez bien, fouillez, vous allez trouver des os là-bas, des gens qui ont été enterrés vivants. Qui vous avez tué? Des étudiants proches de l'autre parti. Ce parti qui est actuellement au pouvoir. Parce que nous, on ne voulait pas que nos syndicats nous concurrencent. Il a été tué, et tout cela, ils vont se venger. Ils vont se venger. Nous sommes responsables de cette situation-là. Nous, F6. Vous savez, vous demandez à tous les Ivoiriens, quand vous parlez de la Fessie, ils disent quoi, c'est quoi ça? Ils n'aiment pas la Fessie. Parce que la Fessie tue, la Fessie frappe, la Fessie vole, sans être inquiété. On faisait tout. On mettait la loi partout. Et puis je vais vous donner un document que nous, les gens de l'Ouest, nous avons fait pour confisquer le pouvoir. Pour garder le pouvoir, les consignes sont écrites. Ce document jette les bases d'une guerre ethnique. Ce responsable de la Fessie décide finalement de nous le lire. Filles et fils du Grand Ouest, donnons-nous la main car l'heure est venue pour nous de nous exprimer. L'heure est venue de tuer et chasser les attaquants de chez nous. L'heure est venue de récupérer nos terres. L'heure est venue de débarrasser nos villages et nos villes des Djoula, en parenthèse Moussi. Abel a tué, et ça c'est un document officiel de la Fessie. Officiel, la Fessie. Donc nous demandons pardon pour que nous sommes tous des Ivoiriens, nous devons aller à la réconciliation, ce qu'a demandé le président Alassane. Il a si bien demandé pour ne pas tourner dans les mêmes erreurs que notre chef. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985 de nationalité malienne. Diarra Abdoulaye, né en 1961 de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, Motoun Diaye, Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zungana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé. Moi, ça me ferait très mal qu'on qualifie M. Laurent Gbagbo de panafricaniste. Et moi-même, je pensais qu'il était panafricaniste quand il était à l'opposition, à travers les discours qu'il tenait. C'était un monsieur que j'admirais beaucoup à travers les discours qu'il tenait. Mais une fois que je l'ai vu à l'œuvre, à l'action, donc ça me fera sourire d'entendre que M. Laurent Gbagbo est un panafricain. Donc vous gardez le contenu du FPI créé par Laurent Gbagbo ou vous allez le remodeler d'une certaine façon et comment? Remodeler par rapport à l'identité du parti, l'identité idéologique du parti. Il faut rompre avec certains extrémismes, certaines tendances xénophobes, tribalistes, etc. Et donc vous venez d'écouter, et tout ce que vous avez écouté, c'est un assemblage de la philosophie du FPI PPACI depuis 2000 jusqu'en 2025-24 que j'ai mis ensemble pour que vous entendiez. C'est pourquoi vous n'avez pas entendu quelqu'un d'autre parler, à part Laurent Gbagbo, à part Simone, à part les animateurs du FPI. Et donc, si les Ivoiriens sont prêts à revivre cette même réalité, le choix est dans leurs mains. Entre-temps, on aura fait ce qu'on peut pour interpeller les uns les autres.